votre main. Mon Père, merci pour le président Trump. Seigneur, aide-le à traverser cette épreuve. Accorde un sursis à l'Amérique. Nous te sommes reconnaissants pour ce grand réveil spirituel. Merci, Jésus. Merci de l'avoir choisi, de le bénir et de lui parler même la nuit. Oui. Oui. Gardons notre avance sur l'ennemi. Je prie pour la confusion totale dans le camp du mal. L'Amérique se relève. Oui. Merci, Jésus. Merci de bénir notre président, Merci, mon qu'il Père. reçoive ta grâce. Amen. Si quelqu'un voulait faire un film de votre vie, qui verriez-vous dans le rôle? Peut-être moi-même. Les Américains sont accros à la télé-réalité et Donald Trump en est le roi. Moi aussi, je vous aime. C'est très divertissant. C'est un vrai showman. Bienvenue dans le studio. J'ai été choisi pour faire du super boulot. Et c'est ce que je fais. Personne n'a jamais fait aussi bien. Je suis l'élu. Sincèrement, je ne sais pas si Donald Trump se prenait déjà pour le Messie quand il s'est lancé sur la scène politique américaine. Mais une fois président, il a acquis la certitude qu'il était le seul à voir la réalité des choses. Il n'y avait plus personne pour faire contrepoids. Il n'était jamais remis en question. Il était infaillible. Trump se focalisait sur les élections de 2020. Mais la défaite des Républicains aux législatives de 2018 lui a foutu la trouille. Subitement, il a pris conscience qu'il pouvait ne pas être réélu. Et le démocrate qui lui faisait le plus peur à ce moment-là, c'était Joe Biden. Ce type est dérangé, complètement dérangé. Comme toutes les brutes, c'est un lâche. Il ne veut pas se présenter contre moi. Il a immédiatement cherché comment salir la réputation de Biden avant les élections de 2020. Et il est tombé sur l'Ukraine. J'ai été convoqué dans le bureau ovale par le président. Il m'a dit que l'Ukraine avait voulu nuire à sa campagne de 2016 et dans sa tête, Joe Biden était impliqué. C'est-à-dire son probable futur adversaire en 2020. C'était une espèce d'embrouillamini pour moi. Je n'ai jamais compris le rapport entre ces différents éléments. Le gouvernement avait promis à l'Ukraine une enveloppe assez substantielle pour sa sécurité, $250 million. Et le président était prêt à dire « Je vais leur refuser ces $250 millions si je n'obtiens pas satisfaction. Je veux une enquête officielle sur Joe Biden. » C'était très grave, d'autant plus que ça ne passait pas par les canaux diplomatiques normaux. Trump était dans ses appartements à la Maison-Blanche. Il a décroché son téléphone pour appeler le président ukrainien. À l'autre bout du fil, Zelensky attendait cet appel, parce que le Congrès avait voté une aide militaire conséquente pour l'Ukraine. Et Donald Trump a demandé un service au président ukrainien.
Il lui a dit « Vous n'avez qu'à annoncer que vous allez vous renseigner sur les Biden et vous aurez l'argent. » Le lanceur d'alerte accuse la Maison-Blanche d'avoir tenté d'étouffer l'affaire. Ces accusations font l'effet d'une bombe. Le président des États-Unis aurait abusé de son pouvoir pour solliciter l'ingérence d'une puissance étrangère dans les élections américaines de 2020. La plainte concerne le coup de fil de Trump à son homologue ukrainien. Il lui a demandé de trouver de quoi impliquer Joe Biden. Je trouve ça ridicule. C'est une chasse aux sorcières. Ça n'est jamais arrivé à un autre président. C'est n'importe quoi. On a eu une très bonne conversation téléphonique avec le président ukrainien. C'était parfait. Ils essaient de déformer cette conversation pour créer un scandale. Mais le problème... Il n'arrêtait pas de dire que le coup de fil était parfait, que la transcription était parfaite, que la plainte était erronée et que la transcription le prouvait. Un lanceur d'alerte a mal retranscrit la conversation. La plainte rédigée par le lanceur d'alerte est l'un des documents les plus rigoureux qu'on ait pu voir. C'est une description très précise de l'appel. J'étais assis à peu près là, c'est ça? Oui. Rudy Giuliani contre-attaque. Lors du fameux coup de fil de Trump au président ukrainien Zelensky, le nom de Giuliani est mentionné plusieurs fois, alors même que Trump demande l'aide d'un gouvernement étranger pour enquêter sur le démocrate Joe Biden. Est-ce que vous avez demandé une enquête sur Joe Biden? Non, pas du tout. J'ai demandé à l'Ukraine d'enquêter sur les rumeurs d'ingérence dans les élections de 2016. Vous affirmez n'avoir pas demandé d'infos sur Hunter Biden et sur Joe Biden. J'ai seulement demandé si Joe Biden avait quelque chose à voir avec cette histoire. Donc vous avez demandé à l'Ukraine d'enquêter. Bien sûr. Vous venez de dire le contraire. Je n'ai pas enquêté sur Biden. J'ai enquêté sur les insinuations selon lesquelles Biden était mêlé à une grosse affaire de pot de vin. Je devais me renseigner pour défendre le président. Rudy était une bombe à retardement. Il se rendait tout le temps en Ukraine pour faire Dieu sait quoi. Il avançait toutes sortes de théories conspirationnistes. Je n'y comprenais rien, franchement. Mais le président suivait tout ça de près. Et je trouvais ça vraiment très dangereux pour lui. Ils ont dit que Trump avait fait pression sur le président ukrainien. Il lui a demandé quoi? Il lui a demandé d'enquêter sur des accusations très graves. Il ne l'a pas menacé. Les démocrates ont attaqué le président sur une conversation parfaitement normale de mon point de vue, voire anecdotique. C'était complètement bidon. Mais leur syndrome anti-Trump les rendait si hystériques qu'ils étaient réduits aux thèses les plus idiotes. Venons-en aux affaires courantes. Ça a été calme cette semaine. J'ai alors demandé à Mick Mulvaney pourquoi l'Ukraine n'avait pas reçu l'aide promise. Vous avez participé directement à la décision de bloquer les fonds à destination de l'Ukraine. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Le président n'est pas un grand fan de l'aide internationale. Il ne l'a jamais été. Est-ce qu'il m'avait déjà parlé de cette enquête par le passé? Absolument. Ça ne fait aucun doute. Mais c'est tout. C'est pour ça qu'on a bloqué les fonds. Il y a eu un rapport... Donc, l'exigence d'une enquête sur les démocrates était une des raisons de ne pas verser les fonds à l'Ukraine. Oui. J'ai été choqué. Mulvaney a répondu que c'était parce que Trump voulait une enquête sur les démocrates. J'en suis presque tombé de ma chaise. Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu. Pour clarifier, vous dites que c'était donnant-donnant. On vous virera les fonds si vous faites cette enquête. On fait ça très souvent en politique étrangère. On bloque des fonds. Non seulement il a dit oui, mais il a ajouté « on fait ça très souvent ». J'ai un scoop pour vous. C'est pas nouveau. On cherche toujours à obtenir des avantages en politique étrangère. Je parle à Monsieur Karl. C'était clairement passible de la destitution.
Dernier coup de théâtre. Le directeur de cabinet par intérim, Mick Mulvaney, admet que le président a fait pression sur l'Ukraine. Mulvaney, même s'il a retiré ses propos, contredit ce que le président répète depuis des semaines. Ce n'était pas donnant-donnant. Ce n'était pas donnant-donnant. Ce n'était pas donnant-donnant. Quand on gagne sa vie en parlant, un jour ou l'autre, on dit un mot de travers. Je me suis trompé ce jour-là. Mais ça ne change rien à l'affaire. Tout ce que nous avons fait était parfaitement légal. Bonjour. Mardi dernier, nous avons célébré l'anniversaire de l'adoption de la Constitution. Peu après, des communiqués de presse ont fait état d'un appel téléphonique où le président des États-Unis demandait à une puissance étrangère d'intervenir dans les élections. C'est pourquoi aujourd'hui, la Chambre des représentants lance une enquête officielle en destitution. Le président doit assumer la responsabilité de ses actes. Partout où je vais, Dieu règne. Lorsque je suis à la Maison-Blanche, Dieu est à la Maison-Blanche. J'ai toute autorité pour décréter que la Maison-Blanche est une terre sainte, parce que j'y suis allée, et là où je vais, la terre est sanctifiée. Paula White, télévangéliste et conseillère spirituelle du président Trump, rejoint la Maison-Blanche. Dès le début, Donald Trump n'a pas eu peur d'aller voir les électeurs et de leur dire « Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de ces politiciens n'ont pas levé le petit doigt pour vous. Mais moi, le milliardaire, l'athée, le playboy qui a eu plusieurs femmes et une maîtresse qui était star du X, je vais en faire plus pour vous que tous mes prédécesseurs. » Et donc, Donald Trump a conclu une alliance avec l'Église évangélique pendant sa campagne pour la présidence. Comment vous appelez-vous? Mark Burns. Je suis pasteur. D'où venez-vous? Du grand État de Caroline du Sud. Pourquoi soutenez-vous Donald Trump? Nous avons besoin d'un dirigeant qui a les épaules pour défendre les droits des chrétiens et le droit des Américains à créer des emplois. J'ai rencontré Donald Trump en 2015. J'avais été invité à une réunion privée avec une vingtaine de grands prédicateurs évangéliques. Merci beaucoup, j'ai hâte d'y être. Merci à tous. Au moment d'entrer dans la Trump Tower, je me souviens que j'ai entendu une petite voix me dire qu'il allait se passer quelque chose d'exceptionnel. Donald Trump est entré avec sa Bible et il a commencé par déclarer que la chrétienté était menacée. Est-ce qu'il a tenu ses promesses? Absolument! Mon Dieu, oui! Et comment il a tenu ses promesses? Donald Trump a nommé 2 juges conservateurs à la Cour suprême, la plus haute instance du pays. Avant cela, la Cour penchait franchement à gauche. Ensuite, il veut réinstituer la prière à l'école. Le président a aussi clairement affirmé que les transgenres n'avaient pas leur place dans l'armée. Nous avons un défenseur à la Maison-Blanche qui parle en notre nom. Silence dans la salle.
Jurez-vous que votre témoignage constitue la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, avec l'aide de Dieu? Pendant la procédure de destitution, nous savions que l'ennemi préparait un sale coup et qu'il nous fallait prier. Prions ensemble. La parole du Seigneur dit, « Si mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie... » On était dans le bureau ovale. J'étais derrière le président. Et on a apposé nos mains sur lui. Mon Père, merci pour le président Trump. Merci, Jésus. Seigneur, aide-le à traverser cette épreuve. Accorde un sursis à l'Amérique. Nous te sommes reconnaissants pour ce grand réveil spirituel. Nous avons fait ça plusieurs fois. Et nous lui avons dit qu'il était l'élu, que Dieu l'avait choisi pour diriger les États-Unis d'Amérique en ce moment. Y a-t-il eu échange de bons procédés? La réponse est oui. Pendant le procès en destitution, j'organisais des visioconférences où 50 à 60 000 personnes se joignaient à nos prières pour Donald Trump. Ça a créé comme un bouclier pour le protéger. Vous reconnaissez que l'Ukraine a subi des pressions pour mener ses investigations? Oui, monsieur. On sentait la puissance de Dieu dans le bureau ovale. Je pense que les démocrates veulent déchirer le pays. Quand Jésus a été faussement accusé de trahison, Ponce Pilate lui a accordé plus de droits que les démocrates n'en accordent au président. Le président n'a rien fait de mal. Les républicains savaient qu'ils avaient tort. Mais ils avaient fait un calcul avant même que le procès commence. Ils savaient que leur avenir politique était étroitement lié à celui de Donald Trump. C'est une chasse aux sorcières, un coup d'État. Notre président tiendra la barre malgré cette mascarade. Il continuera à travailler, à donner la priorité au peuple américain. Pour moi, qui ai toujours été républicain, c'était un véritable crève-cœur de voir que le président avait réussi à mettre le grappin sur le parti. Et même si les membres du Congrès disaient en privé qu'ils le trouvaient complètement fou, en public, ils avaient littéralement peur de le défier. Parce que le président n'hésite pas à siffler les chiens, si l'on peut dire ça. Si quelqu'un ose dire du mal de lui, il rétorque avec un clin d'œil et un signe de tête « Je devrais peut-être lui envoyer mes trolls ». Les gens ont peur pour leur sécurité si jamais ils critiquent le président. En gros, les républicains ont décidé, presque unanimement, on le soutient. 2 tiers des sénateurs présents ne l'ayant pas déclaré coupable, le Sénat juge que le défendeur Donald John Trump, président des États-Unis, n'est pas coupable. Il est par conséquent acquitté des chefs d'accusation retenus contre lui. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Merci beaucoup. Merci. 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 Nous avons traversé des moments difficiles ensemble et nous méritons tous ces applaudissements. Parce que cette situation était injuste. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait. Il m'est arrivé de mal agir dans ma vie, je veux bien le reconnaître. Pas intentionnellement, mais ça m'est arrivé. Mais voilà le résultat.
Chérie, on va le rapporter à la maison et l'encadrer. Mon seul gros titre favorable dans le Washington Post. Tout ça, c'était des conneries. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. 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 On voyait qu'il exultait. Chers membres du Congrès, il y a 3 ans, nous avons annoncé le retour en force des États-Unis. La confiance remonte en flèche et notre pays est de nouveau respecté. Mais on savait tous qu'au fond, le procès n'était pas terminé. Le verdict tombera le jour de l'élection, le 3 novembre 2020. Mes chers compatriotes, le meilleur est encore à venir. Merci, Dieu vous bénisse et Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Merci. « 2020 s'annonçait vraiment comme une excellente année pour le président. Il avait été acquitté dans le procès en destitution et l'économie était au beau fixe. Mais soudain, tout a changé, presque du jour au lendemain. L'Organisation mondiale de la santé qualifie le niveau de risque du coronavirus de très élevé. De plus en plus de pays sont touchés. Le Centre de contrôle des maladies dit que la propagation du virus aux États-Unis est inévitable. Il ne s'agit plus de savoir si, mais quand. Vous êtes d'accord? Je ne crois pas que ce soit inévitable. C'est probable, cela dit. Il pourrait être très limité ou très répandu. Dans tous les cas, on est totalement préparé. Édition spéciale sur le coronavirus. Le Rhode Island annonce son premier cas. Les autorités confirment que le patient est hospitalisé et qu'elles tentent de joindre ceux qui ont pu être en contact avec cette personne récemment revenue d'Italie. Le secteur de la santé savait que l'épidémie de Covid-19 arrivait. Mais le président n'a pas pris la menace au sérieux. Il y a un très petit nombre de malades dans le pays pour le moment. Une douzaine. La plupart vont déjà mieux. Certains sont complètement guéris. Il minimise dangereusement la menace du coronavirus. Il disparaîtra de lui-même un jour, comme par miracle. Depuis ce week-end, des cas sont apparus dans tout le pays, en Floride, à New York et dans le New Hampshire. La deuxième victime américaine vivait dans une maison de retraite près de Seattle. Les chercheurs craignent que le virus ait été présent dans l'État de Washington depuis des semaines. On sait qu'il a été largement prévenu. Il a choisi de ne rien faire. La crise aurait été difficile à gérer pour n'importe quel président.
Mais c'était particulièrement difficile pour Trump, parce qu'il croit à la pensée magique. Il est persuadé qu'à terme, il surmontera tous les obstacles qui lui barrent la route. Le message que nous avons choisi aujourd'hui date du 25 janvier 1987. Il s'appelle « La pensée positive accomplit des merveilles ». Voici le docteur Norman Vincent Peale. La pensée positive accomplit des merveilles. Plus jamais vaincu par la négativité, plein d'espérance, optimiste, victorieux. Donald Trump est obsédé depuis des décennies par un livre intitulé « La puissance de la pensée positive », écrit par un gourou du développement personnel, Norman Vincent Peale. C'est essentiellement ce livre qui a guidé Trump dans sa vie. Le meilleur orateur que j'ai entendu dans ma vie, c'était le docteur Norman Vincent Peale. Il parlait de gens qui avaient réussi. On n'avait jamais envie de partir. On voulait continuer à l'écouter. Il y avait des liens presque familiaux entre eux. D'ailleurs, ils sont devenus si proches que c'est Peale qui a célébré le premier mariage de Donald Trump. Un des préceptes du livre est que si vous croyez dur comme fer que rien de mal ne va vous arriver, alors il ne vous arrive rien de mal. C'est très important pour comprendre la mentalité de Trump. Un membre de mon équipe est venu me dire « Monsieur le Président, ils ont essayé de vous avoir avec la Russie. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé le coup monté de la destitution en disant que le coup de fil n'était pas parfait. Ils ont tout essayé, encore et encore, depuis le jour où vous êtes entré en fonction. La roue tourne, ils ont perdu. Pensez-y. Dites-vous que c'est leur nouvelle fumisterie. » Je l'ai interviewé dans le bureau ovale en mars. En entrant, il m'a dit « On se serre la main ?»« Allez, oui, ça ne craint rien avec vous. » Et il m'a serré franchement la main, comme si c'était une blague. Dans tout le pays, le corps médical tire la sonnette d'alarme sur la pénurie d'équipements de protection. C'est un champ de bataille. On essaie de garder la tête hors de l'eau. Le ministère de la Sécurité intérieure avait préparé un plan détaillé en cas de pandémie. On avait élaboré tout un système avec des directives précises pour tous les secteurs, de la santé à la sécurité, afin que le gouvernement américain soit en mesure de réagir très vite pour protéger le peuple américain. Il nous faut ces respirateurs. Si je ne les ai pas dans 2 semaines, il y aura des morts. On est déjà le pays où il y a le plus de victimes, avec 7000 morts. Un navire hôpital de 1000 lits est amarré sur les quais de l'Hudson à New York. Ce plan était prêt à la fin de l'année 2019. Le président l'a jeté directement à la poubelle. Notre pays ne doit pas rester paralysé. L'objectif est d'alléger les restrictions pour rouvrir de larges zones du pays à mesure que nous approchons de la fin de notre combat historique contre l'ennemi invisible. Les États-Unis vont se remettre au travail. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que ce sera possible d'ici Pâques. Je crois que ce serait le mieux pour notre pays. Le coronavirus présentait un vrai problème pour Donald Trump. Il savait que s'il prenait la décision difficile de confiner les Américains, la croissance économique s'en ressentirait.
Or, pour gagner l'élection en 2020, sa carte maîtresse était de pouvoir dire « J'ai redressé l'économie pour vous ». Le coronavirus a mis fin à tout ça et il échappait totalement au contrôle de Trump. Kathleen? Monsieur le Président, vous venez de redire que vous espériez rouvrir le pays d'ici Pâques. Vous êtes accompagné par 2 médecins. Vous ont-ils dit que c'était une date réaliste? On a parlé d'une date. On discute. On a eu une très bonne réunion aujourd'hui. Qui a suggéré la date de Pâques? Je trouvais que c'était une belle date. Un bon délai. Il faut rester flexible. On vient d'en discuter avec le président dans le bureau ovale. On peut avoir une date en ligne de mire, mais il faut rester flexible et voir littéralement au jour le jour, semaine après semaine. Quand on regarde ce qui se passe dans le pays, évidemment, ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts quand on voit ce qui se passe à New York. Ce n'est pas possible. Il faut agir en fonction des chiffres. Donald Trump a toujours pris les experts de haut. Fauci était un problème pour Trump. Vous préféreriez un confinement national de 14 jours? Oui, je préférerais confiner aussi longtemps que possible. Je crois qu'il vaut mieux être radical et être critiqué pour en avoir trop fait. Il ne voulait pas rentrer dans le rang et dire exactement ce que Trump voulait entendre. Fauci donnait des informations pratiques et factuelles pour que les Américains sachent quoi faire. Est-il possible que votre envie de positiver donne de faux espoirs aux Américains? Non, je ne crois pas. Que dites-vous aux Américains qui vous regardent et qui ont peur? Je leur dis que vous êtes un très mauvais journaliste. Allez-y. Quand il est devenu clair que le virus n'allait pas disparaître de lui-même, le président s'est rendu compte que toute l'œuvre de Norman Vincent Peale n'allait pas suffire à écarter les doutes qui commençaient à s'accumuler. Ça se voyait sur son visage. Ça s'entendait dans sa voix quand il s'est mis à attaquer tout le monde sans discernement. Et votre seconde question, je n'ai pas entendu. Vous pouvez l'enlever, je ne vous entends pas. Je vais parler plus fort. Très bien, vous voulez être politiquement correct? Non, je veux juste porter un masque. Allez-y, allez-y. Bonjour à tous, je travaille pour Costco et je demande à ce client de mettre un masque. C'est la politique chez nous. Soit vous le mettez, soit vous sortez. Pas question, c'est un pays libre. La confiance dans les experts scientifiques, dans les faits, a été ébranlée. Les Américains sont tellement divisés qu'ils se disputent même sur le masque. Ce n'est plus vu comme une mesure sanitaire, mais comme un signe d'appartenance à l'élite progressiste politiquement correcte. Ce n'est pas un bon message pour la santé publique. Arrêtez! Vous êtes tous des porcs démocrates! Cet homme m'a harcelé parce que je ne porte pas de masque! Lâchez-moi! Au nom de Jésus! Laissez-moi tranquille, reculez! Laissez-moi! Quittez ce rayon! Vous êtes un démon! Partez! Il a encouragé la dissension à un point inimaginable. On doit faire front ensemble! Arrêtez! C'est pas inscrit dans la loi! Si, c'est dans la loi. C'est pas dans la loi! Il a dit aux Américains de s'affranchir des ordres de confinement préconisés par son propre gouvernement. Il a dit aux Américains de ne pas porter de masque, alors même que son gouvernement leur disait que c'était nécessaire. C'était invraisemblable. Il avait l'occasion de se comporter comme un président en temps de guerre. Mais un président en temps de guerre est un leader, et il n'avait rien d'un leader. Au lieu de cela, il n'a fait qu'attiser les désaccords politiques et les attaques personnelles. Je n'imagine pas Winston Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, aller dire à la télé « Mes généraux sont merdiques, je ne les crois pas, je n'ai confiance en personne. Au fait, au prochain raid aérien, ne vous gênez pas pour aller au marché. Ne vous en faites pas, tout ira bien. » Je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Je ne comprends pas vraiment ce qu'on lui reproche. Aux États-Unis, ce n'est pas le président qui dirige les hôpitaux. Le gouvernement fédéral peut donner des directives générales, mais c'est au gouvernement des États de les interpréter. C'était clairement la Chine qui le propageait. Les Américains doivent se rendre compte que la Chine les victimisait.
Je ne sais pas ce qu'il voulait. Peut-être le destituer pour avoir inventé ce virus. Allez savoir. Merci beaucoup. Mettons qu'on expose le corps à une énorme dose de rayons ultraviolets ou à une lumière très puissante. Vous dites que ça n'a pas été vérifié, mais vous allez faire le test. Sinon, mettons qu'on puisse éclairer le corps à l'intérieur, à travers la peau, ou d'une autre façon. Vous avez dit que vous alliez essayer ça aussi. C'est intéressant. Et puis, il y a le désinfectant qui l'élimine en 1 minute. 1 minute. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça par injection? Un peu comme un nettoyage intérieur? Parce que le virus va dans les poumons. Il fait beaucoup de dégâts. Ce serait intéressant de vérifier ça. Il faudrait demander à des médecins. Ça me paraît être une piste intéressante. Aujourd'hui, nous allons franchir la barre des 100 000 morts. 100 000 Américains auront perdu la vie. Vous verrez, et ça ne devrait étonner personne, que la mortalité va continuer d'augmenter. Mais comme je l'ai déjà dit à la presse et au grand public plusieurs fois, c'est un peu un effet de domino. Il y a les nouveaux cas, les hospitalisations, les soins intensifs et les décès. Même si le nombre de morts augmente, il faut se concentrer. Nous devons mettre à l'œuvre nos cerveaux scientifiques pour vaincre le virus. Le programme accéléré de traitement du coronavirus facilite le développement de nouvelles thérapies antivirales et les scientifiques avancent très vite. I can't breathe. Please, the name of Dick. I can't breathe shit. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. Mama. Bro, he's not even fucking moving. Get off of his fucking neck, bro. Get off of his neck. Still on him. On couvrait l'épidémie de Covid-19 et toutes les autres infos importantes. Et soudain, on a entendu parler de cette mort horrible. Ma femme et mon entourage m'ont demandé « Tu as vu la vidéo ?» Elle montrait un homme suppliant de ne pas être tué. Et ça a choqué la nation, ça a réveillé les consciences. Des gens de toutes origines et de tous âges ont crié « On ne veut pas de cette Amérique-là ». Ça fait 400 ans qu'on subit un système raciste. Il faut que le système entier change.
Le président pouvait voir par les fenêtres de la Maison-Blanche la foule grossir de plus en plus. Et il n'aimait pas l'image que ça donnait. Il n'aimait pas voir la Maison-Blanche encerclée par des manifestants qui scandaient des slogans et arboraient des pancartes globalement hostiles à son gouvernement. Ça tournait mal pour Donald Trump. Dans les sondages, Joe Biden avait une bonne longueur d'avance, parfois à 2 chiffres. La grande majorité des manifestants étaient pacifiques, mais il y avait quelques casseurs, et Trump a sauté sur l'occasion. Son message de campagne était tout trouvé. La loi et l'ordre. Ces derniers jours, les États-Unis ont été bloqués par des anarchistes professionnels. Des populaces violentes, des incendiaires, des pillards, des criminels. Au moment où je vous parle, j'envoie des milliers de soldats lourdement armés et des représentants des forces de l'ordre mettre un terme aux émeutes, au pillage, au vandalisme, aux agressions et à la destruction gratuite de biens matériels. Personne ne faisait rien de mal. Ils sont arrivés, ils ont ouvert le feu. Regardez, ils tirent vers la foule et ils avancent vers nous. Ils avancent vers nous. Reculez, reculez. Vous êtes touchés. Il est touché. Il est touché à la tête. C'était une manifestation pacifique. On va reculer. Oh putain, merde. Notre réalisateur a été touché. Je crois qu'il soutenait les manifestations pacifiques à la Maison-Blanche et ailleurs. Je ne crois pas qu'il ait été excessif en déployant les forces fédérales. Au contraire. Je crois qu'il n'en a pas fait assez. Il ne s'agissait pas de tomber dans le fascisme, mais il fallait rétablir un semblant d'ordre. J'étais une des pasteurs à l'église Saint-Jean de Lafayette Square, en face de la Maison-Blanche. J'y travaillais depuis 2 ans. L'esplanade devant Lafayette Square était devenue un point de rendez-vous. Des gens de tous horizons s'y retrouvaient dans une atmosphère enjouée et pleine d'espoir. Ils y étaient en sécurité. Mais soudainement, l'ambiance a changé. Tout à coup, j'ai vu les gens fuir le parc. Il y avait un mur de policiers qui poussait les gens pour dégager l'esplanade de l'église. C'est pacifique! C'est pacifique et ils s'en foutent! C'est votre Bible? C'est une Bible. La vôtre? Une Bible.
Tenir la Bible comme ça, à cet endroit, c'était faire signe aux gens dont la pratique de la chrétienté m'est totalement étrangère, ce nationalisme chrétien très dangereux qui vénère le pouvoir et qui voit en ce président l'élu de Dieu. Il y a toujours eu un danger à mélanger l'Église et l'État. Et c'est tellement irrespectueux. C'est un sacrilège de s'afficher avec les Saintes Écritures quand on vient de charger violemment la foule. Merci beaucoup. Notre pays est le plus grand du monde. Merci à tous. Il doit rester beau et sûr. Attendez les amis, s'il vous plaît. Attendez un peu. Depuis que j'ai quitté mon ancienne vie, et j'avais la belle vie, je n'ai fait que me battre pour vous. Ce que j'ai fait, l'establishment politique ne s'y attendait pas. Et il ne me le pardonnera jamais. J'ai brisé la règle d'or de la politique selon Washington. J'ai tenu parole. Comme président, Donald Trump a attaqué et décrédibilisé les services de renseignement américains, les forces de l'ordre et le système judiciaire. Quand on se donne pour mission, en tant que président, de démolir toutes les autres institutions qui régissent la vie des Américains, il ne faut pas s'étonner si le pays se retrouve ensuite dans la tourmente, s'il va de crise en crise. Et voilà où on en est aujourd'hui. Des centaines de véhicules pro-Trump ont défilé dans Portland. De nombreuses bagarres ont éclaté et la journée s'est conclue par une fusillade mortelle. Les gens se sont peut-être dit qu'élire un homme d'affaires était une expérience à tenter. Parce qu'ils étaient mécontents de la façon dont la politique était menée précédemment. Ce que je pense du résultat... Donald Trump est une star. Une icône, un pôle d'attraction, un symbole de réussite à l'américaine. C'est peut-être un voyou, mais c'est notre voyou. Donald Trump est un homme qui ne se rend pas compte la plupart du temps qu'il est en train de mentir. Il croit que ce sont tous les autres qui mentent. Il a l'âme d'un truand. Comme a dit Ponce Pilate, qu'est-ce que la vérité ? Combien de membres du personnel sont malades? Vous êtes un super contaminateur? Vous allez le voir bientôt. Il est de retour. C'est une scène effarante. La circulation a été bloquée pour que le président, qui est traité pour le coronavirus, puisse se montrer.
C'est une image qui en jette. Marine One va atterrir sur la pelouse sud de la Maison Blanche. C'est extraordinaire. Je n'en crois pas mes yeux. Ne laissez pas le virus vous dominer. N'en ayez pas peur. Ne le laissez pas prendre le contrôle de votre vie. Sortez et restez prudent. Je sais qu'il y a un risque, un danger, mais ce n'est pas grave. Tout vrai leader aurait fait comme moi. J'ai présidé.